Bonjour Romain, Bonjour Robert. merci de répondre à ces quelques questions. On va parler du London Chess Classic et je voudrais que tu me donnes tes impressions après 5 rondes, nous sommes à la sixième, sur la forme des joueurs et notamment sur Nakamura et Carlsen qui sont en tête. Alors, mon impression générale, c'est que effectivement, Carlsen et Nakamura méritent d'être en tête puisque juste les deux joueurs les plus en forme du tournoi. Je pense que Carlsen montre un meilleur niveau. D'ailleurs, il a battu Nakamura. Nakamura qui a eu un peu de chance contre Anand, même si forcément, quand on bat un champion du monde, en général, on ne démérite pas. Quant aux autres joueurs, je pense que Luke Meichen est vraiment très impressionnant. De toute façon, il est très clair depuis longtemps que c'est vraiment un très, très fort joueur d'échecs. Est-ce que c'est pas un paradoxe justement parce que c'est le seul joueur amateur sur tous les participants? Alors amateur, oui amateur parce que si je me souviens bien, il avait arrêté les échecs quelques années pour poursuivre ses études. J'imagine que maintenant, effectivement, il doit avoir un travail à côté, mais ça montre à quel point c'est un joueur talentueux parce que probablement que s'il avait fait des échecs sa profession, maintenant il serait sans doute un des meilleurs joueurs du monde. Là, c'est pas le cas forcément, mais il n'empêche qu'il arrive à leur poser des problèmes et c'est clairement un joueur dangereux pour n'importe qui. Et je pense, il a failli battre Magnus Carlsen et je pense qu'aucun joueur ne sera à l'abri d'une défaite et ça peut éventuellement être un candidat à la victoire du tournoi. Pour revenir à Nakamura, c'est un petit peu étrange puisque au Memorial Tal juste avant il a vraiment mal joué et là on voit qu'il a retrouvé son style agressif, entreprenant et pour l'instant après 5 parties il est en tête. Comment on explique justement ce changement de forme d'un tournoi à un autre? Bon, c'est toujours pareil. Il a quand même perdu contre Magnus Carlsen et contre Anand il est passé très proche de la défaite, mais s'il avait perdu ces deux parties, il aurait quand même perdu contre les deux plus forts du tournoi. Donc on peut pas dire non plus qu'il se surpasse complètement par rapport à ce qu'il a fait au Tal Memorial. Disons plutôt qu'au Tal Memorial, il n'avait pas beaucoup de réussite dans cette partie et que là, au contraire, il a peut-être pas mal de chance et du coup, au lieu de faire deux résultats en demi-teinte, il fait un mauvais résultat et un très bon. Un petit mot sur Anand, le champion du monde, Romain. Il a gagné très peu de parties cette année. Je ne veux pas dire d'erreur, mais il me semble qu'il en a gagné 2. Une à Vikenzi et une hier pour la 5e ronde. Son championnat du monde contre Gelfand va commencer en mai. Comment on explique qu'un champion du monde gagne si peu de parties? Quelle est ton explication? Ça, c'est absolument typique lorsqu'il y a un match de championnat du monde qui arrive quelques mois après. La raison, elle est très simple, c'est qu'à ce niveau-là, beaucoup de choses se jouent dans l'ouverture. Et des joueurs qui ont un match à jouer quelques mois plus tard, tout simplement dans les tournois du genre Londres, qui sont pour nous des tournois extrêmement forts. Pour eux, ce sont des tournois qui n'ont pas d'importance. Et donc à Nantes, je pense tout simplement qu'il ne souhaite pas montrer ses préparations. De toute façon, c'est connu que ça fonctionne comme ça dans les échecs. C'est tout à fait compréhensible, je pense d'ailleurs. Par exemple, on a refusé de jouer avec Andy probablement pour pouvoir se préparer et éviter de jouer trop de tournois cette année. Maintenant, Gelfand a accepté l'invitation. Il est probable que Gelfand, qui déjà doit être probablement moins bien préparé qu'Anand puisqu'il est moins expérimenté dans les matchs, aura du mal à vraiment faire un très beau tournoi avec Andy, puisque, bon, je sais pas, moi si j'étais à sa place, je garderais mes préparations pour le match, pour faire simple. D'accord. On va dire quelques mots de la ronde d'aujourd'hui. Alors il est presque 18h, à l'heure où on discute, eh bien, on a déjà une partie nulle un peu soporifique entre Adams et Aronian sur une berlinoise avec cavalier prend E5. Il reste 3 parties, dont une relativement intéressante, c'est la partie entre Anand et Kramnik, où Anand a sacrifié une qualité. Alors, quel est ton sentiment sur cette partie et sur ce sacrifice? Mon sentiment, c'est que ces deux joueurs-là, en général, ils aiment pas s'embêter mutuellement. Je sais pas combien d'années ça fait qu'ils ont consécutives où ils font systématiquement nul en partie lente. À mon avis, la partie suit un cours relativement normal. Je pense que le sacrifice était assez logique. Les Noirs maintenant ont plus que des pions sur la même aile, ce qui réduit grandement les chances de gain. Là, les Noirs viennent de jouer fou prend E4 pour
sacrifier la position. Mon avis, c'est que la position est complètement nulle. Bon, j'ai l'impression qu'il est assez illusoire de penser qu'il s'est passé vraiment quelque chose dans cette partie. J'ai l'impression que tout au long, même si forcément, même s'il y a eu ce sacrifice, que c'est une partie relativement intéressante sur le plan technique, je pense que les deux joueurs ont conscience depuis le début que la position est relativement égale. Ok, un petit mot sur la partie entre McShane, donc le joueur en forme, et Nakamura. On est au 24e coup après C3, C4. Ton sentiment, c'est quoi? C'est que les blancs sont mieux? Alors, à mon avis, vraiment pas grand-chose. Parce que là, bon, les blancs ont vraiment un tout petit plus, mais probablement pas suffisant à gagner. Néanmoins, une fois de plus, il faut quand même saluer le courage de McShane qui a joué G3 au 3e coup, et c'est quelque chose d'anti-théorique. Normalement, quand on joue contre un joueur mieux classé, on a tendance à vouloir éviter de jouer des positions dans lesquelles le niveau de jeu va être primordial, et pourtant il n'a pas eu peur. Cependant, moi, je pense qu'à un moment donné, les blancs devaient être un petit peu mieux, mais les noirs ont bien descendu. J'ai des doutes que je pense que la partie s'achemine vers nul. Maintenant, les blancs gardent un tout petit avantage. Donc avec Howell Short qui devrait également faire match nul, on se dirige donc peut-être aujourd'hui vers une ronde à 4 nuls. Alors on va aborder un sujet qui concerne et le London Chess Classic, mais également d'autres tournois dont le prochain national. C'est la victoire à 3 points et l'interdiction de faire nul par consentement mutuel. Alors je voudrais connaître ton point de vue et ton ressenti sur ces décisions pour les tournois fermés comme pour les Open. Alors j'ai tendance à suivre vraiment différemment parce que j'ai pas le même ressenti, c'est-à-dire que l'interdiction de proposer nul, je pense que c'est quelque chose qui a du sens, même si je suis pas vraiment d'accord avec la façon dont ça a été mis en place. Autant par contre la victoire à 3 points, pour moi c'est vraiment une énorme aberration. Pourquoi? Alors en ce qui concerne, on va commencer par la victoire à 3 points. Je pense pas que ça soit l'idée du siècle non plus de mettre ça dans un tournoi comme Londres, mais c'est un tournoi d'exhibition. Les joueurs sont payés de façon très onéreuse, de façon très généreuse, pour assurer le spectacle. Et quelque part, c'est pas très important de savoir qui va au tournoi. Ce qui compte, c'est que les joueurs aient envie de se surpasser pour emporter les 3 points, etc. L'idée de base, c'est quand même de donner une certaine prime à l'attaque, à la combativité, à l'agressivité. Pour l'instant, c'est Nakamura qui, je pense, a gagné le plus grand nombre de parties et il est en tête. D'ailleurs, au même nombre de points avec Carlsen, mais en tête. Oui, mais alors justement, c'est là que déjà, c'est là la première chose qui cloche pour moi, c'est-à-dire qu'une partie très bien jouée, par définition, elle se finit par nul. Donc je vois pas pourquoi il faudrait préférer une partie pleine d'erreurs comme la partie 1 an de Nakamura, qui était vraiment... il y avait pratiquement une erreur par coup dans cette partie, à une belle partie de Carlsen qui finit par nul, mais où il a réussi à faire souffrir à une Ronian, etc. Les deux joueurs ont 3,5 sur 5. Quand je vois les parties, je comprends pas pourquoi Nakamura sera en tête et pas Carlsen. Donc c'est une règle que je comprends pas déjà pour un tournoi de ce genre. Maintenant, pour un championnat de France, je pense vraiment que ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que c'est pas un tournoi d'ordre privé, ce n'est pas une exhibition, c'est pas un tournoi homogène. C'est un tournoi dans le but d'assurer un spectacle, mais surtout de décerner un titre et donc de montrer qui joue le mieux aux échecs et pas qui suscite la voilà du public le plus grand nombre de fois. Ensuite, au national, les favoris, qui en général c'est toujours un des favoris qui remporte le titre, ils perdent très rarement de parties, donc je ne comprends pas pourquoi une défaite du favori ne devrait pas être sanctionnée, puisque la règle du 3-1-0 mathématiquement c'est la même chose que 1-0,25. À partir de là, ça favorise surtout la défaite, et donc je comprends pas pourquoi je comprends pas cette règle, notamment dans un championnat de France. Est-ce que pour toi, ça serait plus logique de l'appliquer pour des Open ou tu y vois non plus aucun intérêt? Pour des Open, je trouve que c'est pire parce qu'en plus les joueurs ne se rencontrent pas entre eux et du coup ça donne un trop grand rôle aux appareillements. Mais même dans un tournoi fermé comme le championnat de France, c'est pareil, au niveau des appareillements, ça donne beaucoup trop d'importance au tirage au sort. C'est-à-dire qu'en privilégiant à ce point-là la victoire, ceux qui auront 6 fois les blancs seront beaucoup avantagés. Imaginons un favori qui aura les blancs contre tous les derniers élos du tournoi, va pratiquement avoir le titre en poche parce qu'il sera sûr de remporter un grand nombre de parties.
Et même s'il en perd une ou deux comme ça contre les plus forts, bah c'est pas grave, il aura gagné tellement de parties qu'il sera devant tout le monde. À partir de là, je pense que mathématiquement, c'est une règle qui ne va pas et que dans le meilleur des cas, ça ne changera rien. Concernant le refus de faire nul. Alors concernant le refus de faire nul, je pense que c'est absolument normal dans un tournoi exhibition comme celui de Londres. Maintenant, dans un championnat de France, je trouve que ça a du sens, même si peut-être que 40 coups suffirait. Je pense aussi qu'il faut quand même se rendre compte qu'un championnat de France, ça veut pas une centaine d'heures d'échecs en 12 jours. C'est énorme. Et donc il faut comprendre que parfois les joueurs ont envie de se reposer. On ne demande pas à un coureur du peloton d'attaquer à chaque étape. Cependant, à titre personnel, je comprends cette décision. Je la comprends moins au niveau des amateurs, c'est-à-dire que la raison qui est donnée pour appliquer ce règlement aux joueurs amateurs, c'est que c'est tout simplement une règle le fait de pouvoir proposer nul est quelque chose qui dénature le sport. Et que donc même les amateurs ne devraient pas pouvoir proposer nul. Je suis pas vraiment d'accord avec cet argument parce que je pense que les échecs c'est bien particulier, notamment il n'y a qu'une seule unité de points, c'est-à-dire qu'il y a victoire, nul ou défaite, alors que dans un autre sport, comme par exemple le foot, il y a tout simplement un compteur et donc il y a une infinité de scores possibles. Il y a la victoire par 1-0, par 2-0, par 3-0, par 2-1, etc. Et donc forcément la notion de nul n'a pas du tout le même sens que la notion de nul aux échecs. Et à partir de là, je pense qu'il faut être un peu plus tolérant en ce qui concerne les échecs. Et donc... on a quand même, Romain, eu un grand nombre de tournois. On voyait des nuls en 20 coups. Je me rappelle qu'à une époque, c'était Petrov et Berlinoise et on fait nul en 25 coups en ayant fait 21 coups de théorie. Bon. Oui, mais ça concerne les tournois au niveau. Je pense que dans un tournoi, qu'à l'Open Day du championnat de France, il n'y a pas grand monde que ça intéressera de savoir que deux joueurs on fait nul en 25 coups. Enfin, je pense pas que la fédération va bondir à cause de ça. Et donc, comme je l'ai dit, je comprends qu'il y ait des restrictions, dans les tournois à haut niveau, donc comme c'est le cas du championnat de France. Maintenant, je pense que par exemple 40 coups suffirait largement de promouvoir le combat, surtout qu'après le 40e coup, il est à peu près sûr qu'il n'y aura qu'un seul des deux joueurs qui jouera pour le gain. La position est déjà relativement claire en général à partir du 40e coup. Et donc je pense quand même qu'il faut avoir conscience de l'effort qui est réalisé par les joueurs et qu'il faut prendre des gants et non pas qu'il faut prendre des gants avec ce genre de mesures. Merci Romain pour avoir répondu à toutes ces questions et on va vérifier si en tout cas les pronostics d'aujourd'hui sont corrects. À bientôt.